Oui, bonjour. Alors aujourd'hui, je vais faire une capsule pour vous démontrer comment on peut faire pour appliquer les stratégies de lecture active au texte que vous avez à travailler dans le cours de Frédéric Legris. Donc ici, c'est le texte de Nicolas Ledévédec. Donc on va aller remplir la fiche de lecture active correspondante. Donc on va aller dans Word. Donc je vais indiquer mon nom. Donc je suis Jonathan No. Le titre du texte. Donc, le titre du texte, c'est Humanisme, transhumanisme, deux conceptions antithétiques de la perfectibilité humaine. Donc, je vais l'indiquer dans ma fiche de lecture active. Voilà, et je vais indiquer le nom de l'auteur. Donc, je vais ensuite aller dans mon texte pour en commencer la lecture. Donc, on va commencer notre lecture aujourd'hui à la page 27. Allons-y. Instituant la promesse politique d'un monde meilleur, l'idée de perfectibilité humaine désigne ici un véritable projet social et politique dont l'éducation et l'action politique citoyenne sont les instruments privilégiés. L'homme perfectible est pour les Lumières un être qui se doit avant tout de conquérir son autonomie, c'est-à-dire être capable de remettre en question les dogmes religieux et les lois sociales dominantes. Donc déjà ici, il y a un certain nombre de questions qui me viennent à l'esprit. Donc, d'abord, quel lien est-ce qu'on peut faire entre la perfectibilité humaine et l'acquisition d'une autonomie? Alors, pourquoi est-ce que je dois être autonome pour être meilleur, hein, plus parfait, disons ça comme ça? Donc, je vais aller indiquer ma question dans la fiche de lecture active. Donc, à la page 27 du document, je vais soulever un questionnement. Voilà. Donc, on retourne à notre texte. Donc, c'est-à-dire être capable de remettre en question les dogmes religieux et les lois sociales dominantes. Donc ici, l'auteur vient nous dire en fait que l'autonomie, en fait, elle s'acquiert par la remise en question des dogmes religieux et des lois sociales dominantes. Donc, encore une fois, je pourrais reposer une nouvelle question. Pourquoi est-ce que les dogmes religieux ou les lois, pourquoi est-ce qu'elles empêchent l'autonomie de l'individu? Donc, je pourrais retourner à ma fiche et poser une nouvelle question. Voilà. Donc, retournons à notre texte. Selon cette acception, la finalité de la perfectibilité humaine est donc loin de se résumer à l'idée d'une maîtrise technique de la nature, ou plutôt, celle-ci demeure encastrée dans le projet plus fondamental d'une émancipation sociale et politique des êtres humains, par eux-mêmes, dans la perspective d'instituer de manière réflexive une société pleinement autonome. Au cœur de l'imaginaire démocratique moderne, cette conception critique et politique de la perfectibilité humaine trouvera notamment l'un de ses points d'aboutissement dans la Révolution française. Ainsi que nous allons maintenant le voir, c'est précisément tout ce volet politique de la conception humaniste de la perfectibilité qui tend à être occulté dans les discours transhumanistes contemporains au profit d'une conception adaptative et dépolitisée de la perfectibilité humaine. Donc, passons à la section suivante. Le transhumanisme comme renversement de la conception humaniste de la perfectibilité humaine. À l'ère des biotechnologies et des avancées biomédicales, l'idée de perfectibilité humaine, montre la sociologue Karen Knorr-Cetina, tend de plus en plus à se réduire à un projet biologique en rupture avec les idéaux sociaux et politiques des Lumières. Ce qui est devenu pensable aujourd'hui dans une rupture par rapport aux idéaux des Lumières, ce n'est pas la perfectibilité de la société humaine par des moyens sociaux ou la perfectibilité cognitive et éthique de l'homme, mais la perfectibilité de la vie. Cette biologisation de la perfectibilité humaine, mise en lumière par Knorr-Cetina, résume très bien la nature de la rupture introduite par le transhumanisme à l'égard de la pensée humaniste.
À travers les idéaux d'un humain augmenté plus beau, plus fort, plus intelligent, il n'est en effet plus tant question d'une amélioration sociale et politique de la condition humaine. Bien au contraire, c'est une conception essentiellement dépolitisée et adaptative de la perfectibilité humaine qui prévaut. Donc ici, l'auteur compare le transhumanisme avec l'humanisme des Lumières. Et donc, la question, et donc il dit que cette différence-là, elle repose dans la dépolitisation de l'amélioration ou de la perfectibilité humaine, mais au fond, il ne nous dit pas vraiment pour l'instant, en tout cas, est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, ce changement-là? Et donc, moi, en lisant, je me pose cette question-là. Est-ce qu'en fait, pour l'auteur, et peut-être même pour moi, ultimement, est-ce que ce changement, est-ce que cette dépolitisation de la perfectibilité, est-ce qu'elle constitue un avancement, un progrès, ou au contraire, une régression, un problème? Hein? Je vais aller noter cette question dans ma fiche de lecture active. Voilà. Donc, retournons à notre texte. La perspective privilégiée par le transhumanisme, même dans la tendance plus sociale et progressiste du mouvement, est en définitive toujours celle de changer techniquement l'être humain et la vie en soi, plutôt que celle de questionner et d'améliorer politiquement notre environnement social, dans une perspective critique et réflexive. Il ne s'agit plus de changer le monde, mais de s'y adapter, avec tout ce que cela implique de démission politique. Ce renversement repose en premier lieu sur une conception dépréciative de l'être humain et de son corps à travers ce que l'on peut appeler une anthropologie de la déficience. Au contraire de la tradition humaniste, ce n'est jamais notre environnement social et politique qui est inadapté ou problématique dans le discours transhumaniste, mais l'être humain en chair et en os. Au fond, je comprends que l'auteur est en train de nous dire que le transhumanisme conçoit l'être humain comme imparfait, et au fond, ce qu'il souhaite faire, c'est améliorer l'être humain dans son environnement, plutôt que d'améliorer l'environnement pour l'être humain. Mais au fond, c'est vrai que l'être humain, il a des limites. C'est vrai que l'être humain, il n'est pas parfait dans sa constitution. Et en quoi est-ce que de vouloir améliorer la nature de l'être humain, en quoi est-ce que ça constitue une démission, hein, comme il le dit, hein, en quoi ce constat d'aveu est-il un problème? Ben, c'est une question qu'on pourrait soulever dans notre texte, donc on pourrait aller indiquer cette question dans notre fiche de lecture active. Voilà, donc je peux retourner à mon texte. Alors que la conception humaniste de la perfectibilité humaine contribuait à dénaturaliser les problèmes sociaux pour mieux agir sur eux politiquement, la conception transhumaniste repose, elle, sur une biologisation complète des problèmes sociaux, attribuée à une nature humaine jugée déficiente. Cette conception pathologique de l'être humain, appréhendée comme un être biologiquement handicapé, est au cœur des propos tenus par le philosophe transhumaniste Max More dans sa fameuse lettre à Mère Nature. Mère Nature, sans aucun doute, tu y as consacré le meilleur de tes forces, mais sans vouloir te manquer de respect concernant la constitution humaine, tu n'as pas toujours bien travaillé. Tu nous as fait vulnérables aux maladies et aux blessures, tu nous obliges à vieillir et à mourir, juste au moment où nous commençons à atteindre la sagesse. Tu as été avare en nous fournissant une conscience limitée des processus somatiques, cognitifs et émotionnels qui nous concernent. Tu nous as équipés d'une mémoire limitée, de très peu de capacités, de contrôle, d'impulsions tribales et xénophobes. Et tu as oublié de nous mettre le mode d'emploi de notre fonctionnement. Ce que tu as créé est magnifique, mais pourtant profondément déficient. Ici, je pourrais poser une question qui va dans le sens inverse, c'est-à-dire, je comprends, j'accepte l'idée que l'être humain a des limites, qu'il n'est pas parfait, mais en même temps, c'est normal que l'être humain ne soit pas capable de tout faire. Donc, en quoi est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'on peut aller, pourquoi est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à dire que l'être humain, il est handicapé, que sa nature, elle est déficiente? C'est quand même des termes qui sont forts. Et donc, sur quelle base? En fait, si on dit que l'être humain, il est handicapé, ça veut dire qu'il n'est pas capable de faire ce qu'il devrait faire. Et donc, à partir de quelle norme, à partir de quel idéal est-ce qu'on devrait identifier ce que devrait être en mesure de faire l'être humain?
Donc, à mon avis, c'est tout un problème dans ce qui vient d'être affirmé, et donc je vais soulever cette question dans ma fiche de lecture active. Voilà. Donc, vous voyez, on peut produire plusieurs questionnements. Ici, j'en ai produit 5 en lisant simplement 2 pages de texte, comme celui de Nicolas Ledévédec. Donc, j'espère vous avoir montré, vous avoir aidé, en fait, dans votre capacité à questionner un texte philosophique. Merci beaucoup.